Et notre invité ce soir est Manuel Valls. Manuel Valls, bonsoir. Bonsoir. Ancien Premier ministre, ancien membre des jeunesses socialistes rocardiennes, c'était il y a 42 ans. 42 ans de militantisme, auteur de ce livre, Zemmour, l'anti-républicain, on va en parler évidemment. Parlons d'abord de l'actualité très immédiate, là c'est à l'ancien ministre de l'Intérieur que je m'adresse. Les images qui nous arrivent en ce moment des Champs-Élysées, relativement peu d'incidents, mais des tensions quand même dans ces convois qui se proclament convois de la liberté, avec une certaine stratégie des forces de l'ordre de les empêcher d'accéder aux points clés de Paris. D'abord votre jugement général, est-ce que les autorités ont bien géré jusqu'à présent ces manifestations? Oui, je crois, le maintien de l'ordre c'est toujours très difficile. On ne sait pas comment les choses peuvent se passer. Ce sont en plus des manifestations, c'est une caractéristique désormais, pas seulement en France, qui ne sont pas encadrées par des syndicats. Elles s'organisent à travers des groupes Facebook. On ne voit pas très bien qui est derrière, même si on peut le deviner. Donc oui, je crois que jusqu'à ce soir, les autorités gèrent un mouvement. Il faut toujours être à l'écoute, mais il faut être très ferme quand, derrière, au fond, on cherche à s'approprier l'un des mots les plus beaux de la langue française, qui est celui de liberté. Et donc, qui est trahi selon vous ici? Trahi, il y a la sincérité, j'en doute pas un seul instant de la part de ceux qui manifestent, mais on ne peut pas expliquer, comme je l'ai vu tout au long de ces journées, que la France est une dictature politique, une dictature sanitaire. Enfin, il y a des mots qui veulent dire quand même quelque chose. Donc non, nous ne sommes pas une dictature, nous sommes un pays de liberté et on ne peut pas mettre en cause sur tous les sujets. On peut écouter sur le pouvoir d'achat, par exemple, les revendications, les attentes, l'angoisse d'ailleurs de gens qui s'expriment, ces femmes qui parfois s'expriment, et je pense très sincèrement sur la difficulté à boucler les fins de mois. Mais la violence, les théories complotistes, l'action contre les choix du gouvernement approuvés, je crois, par les Français pour lutter contre la pandémie, non, là il y a quelque chose qu'on ne peut pas accepter. Cette politique d'ordre, elle a été incarnée par le préfet Lallemand, ce personnage qui a marqué les esprits, qui est toujours là. Il y a eu une sorte de continuité dans le quinquennat Emmanuel Macron, là où d'autres gouvernements reculaient quand il y avait un blessé, des blessés. Politique de grande fermeté, certains disent de cruauté, ça a été le cas quand il y a eu l'affaire des éborgnés lors des Gilets jaunes. Est-ce que c'est globalement une politique que vous jugez bonne? Oui, et d'ailleurs, le préfet allemand, je connais bien, et depuis longtemps, est un grand préfet de police de Paris. Oui, j'ai pas le sentiment, moi, d'avoir vous auriez fait pareil. Beaucoup reculé. On a été confronté, d'ailleurs, à l'époque, à des mouvements différents. Je me rappelle de celui des bonnets rouges en Bretagne, à des violences, même si c'était des manifestations, je le répète, organisées par des syndicats au moment de la loi travail en 2016. Il y a toujours des risques, à la fois pour les manifestants, bien évidemment, mais aussi pour les forces de l'ordre. C'est un métier particulièrement difficile pour les policiers et les gendarmes. Mais pardon, comme un trait de caractère, certains disaient, une forme d'extrême centrisme, d'application de l'ordre très strict, sans état d'âme. Il peut y avoir un débat sur l'organisation de l'ordre et du maintien de l'ordre, mais moi j'approuve évidemment, vous pouvez le penser, moi qui me réfère souvent à Clémenceau, parce que je pense qu'en plus que l'ordre est nécessaire, d'abord c'est une qualité de la République, donc il faut être ferme par rapport à tous ces mouvements qui appellent souvent à la violence, passez-moi l'expression, à se faire un flic, à casser. Ça n'est pas la démocratie. On peut manifester, bien évidemment, on peut revendiquer, on peut critiquer. On est à quelques semaines du premier tour de l'élection présidentielle, donc on peut mettre un bulletin de vote qui dise son mécontentement par rapport à la politique du gouvernement, mais mettre en cause l'ordre républicain, non. Et je pense qu'il faut de la fermeté. Manuel Valls, votre livre « Zemmour, l'anti-républicain », c'est l'actualité depuis quelques heures de notre sondage roulant avec des résultats très frappants pour Éric Zemmour. D'abord, si on va au second tour, même si les sondages de second tour sont toujours un peu incertains quand c'est avant le premier, quand même 39% pour Éric Zemmour. Alors, il est loin derrière, dans la même configuration, loin derrière une Marine Le Pen ou une Valérie Pécresse face à Emmanuel Macron. Mais quand même, 39% au second tour, est-ce que pour vous, c'est un signal? Bien sûr, mais vous avez raison d'être prudent et de dire que les résultats d'un sondage d'un second tour, alors qu'on n'a pas passé l'étape du premier tour, c'est toujours incertain. Mais ce sont des scores très élevés
donné aux deux candidats, d'ailleurs, d'extrême droite, davantage pour Marine Le Pen, mais aussi pour Éric Zemmour. 4 Français sur 10, pardon, quand on se rappelle le grand remplacement, qui était une thèse tellement condamnée il y a encore quelques mois, qui là est visiblement acceptée par 40%. Prenons votre hypothèse, qui existe. Elle est possible au vu de ces sondages. Si Éric Zemmour est au second tour, mais imaginons les conséquences. C'est-à-dire il aura réussi son double pari, éliminer l'extrême droite, gagner sa primaire par rapport à Marine Le Pen et faire imploser la droite républicaine. Donc on ne connaît pas les conséquences, la dynamique qui serait la sienne à l'occasion du second tour. Est-ce que ça veut dire, pardon, que même s'il perd, il gagne? C'est-à-dire il peut installer un grand mouvement. D'abord, ce n'est pas certain qu'il perde. Et ensuite, c'est vrai que ces idées sur le grand placement, sur l'immigration, sur la sécurité, comme les idées d'ailleurs de Marine Le Pen, parce que l'un et l'autre se nourrissent, trouvent là un écho encore plus large dans la population française. Bon, donc un débat de second tour Macron-Zemmour, ce serait installer les idées de Zemmour à un point tout à fait inédit. Oui, c'est pour ça que, alors vraiment comme citoyen, vraiment comme Français, je souhaiterais, ce sont les Français qui décident, que le second tour oppose Valérie Pécresse à Emmanuel Macron pour le débat politique, parce que sinon, c'est le bloc national populiste, le bloc d'extrême droite, de droite extrême, de droite ultra, qui de facto, s'il est présent au second tour, devient l'alternative à l'hypercentre ou au centre-gauche, au centre-droit que représente Emmanuel Macron. Donc, et surtout les conséquences dans la société française, dans un moment de doute, de fracture, même si évidemment il faut toujours souligner les points positifs, l'économie, la baisse du chômage, la force incroyable de ce pays qui a tenu bon face à la pandémie. Mais on voit bien ce qui est en train de se passer. Et comme le projet d'Éric Zemmour, c'est précisément, je mets des guillemets, ce sont ces mots, réunir toutes les droites, en finir avec le cordon sanitaire qui existe depuis la libération entre l'extrême droite et la droite. Vous faites quelques comparaisons, pardon, dans votre livre avec Barès, avec Maurras, s'il faut remonter dans les décennies, ce qui peut se recréer là, qu'est-ce que c'est? Oui, il y a toujours eu un vieux courant français maurassien, c'est-à-dire au fond, qui était très anti-républicain, qui était même monarchiste, mais c'est un courant qui a toujours voulu, pour dire les choses encore plus simplement, prendre sa revanche par rapport à la République. D'ailleurs, quand Éric Zemmour dit qu'au fond, peut-être le capitaine Dreyfus n'était pas innocent, et surtout quand il cherche à réhabiliter le maréchal Pétain, à rentrer dans ce débat du bouclier du glaive, au fond, Pétain, De Gaulle seraient les deux faces d'une même monnaie, il aurait sauvé les juifs français au détriment de ceux qui ne l'étaient pas. Au fond, il cherche à réhabiliter, et ça a été le cas en 1940, ceux qui voulaient prendre la revanche par rapport à Dreyfus. Et c'est pas uniquement un débat historique, c'est pas uniquement une controverse sur le passé, ça passionne les Français, mais ça n'est pas le sujet pendant la campagne présidentielle. C'est précisément pour réunir toutes les droites dans un seul et même mouvement. C'est pour cela, moi je l'affirme, c'est pas ma famille politique, mais j'ai voté Jacques Chirac en 2002, et Chirac, comme Nicolas Sarkozy, sont les héritiers au fond de cette volonté de ne jamais pactiser avec l'extrême droite. C'est pour ça que je dis à la droite française, et Valérie Pécresse a un meeting demain, mais il faut être clair. Quand Éric Ciotti, que je connais bien les sujets de sécurité, dit il y a quelques semaines que entre Macron et Zemmour, il voterait Zemmour. Il l'a dit, répété et maintenu. C'est une faute. C'est pas une erreur. C'est une faute politique et morale. Et c'est pour cela que sans doute aujourd'hui, Valérie Pécresse, elle est dans une situation particulièrement difficile. Là-dessus, est-ce qu'elle peut pas payer, jouer une facture jusqu'à la défaite, c'est-à-dire ne pas accéder au second tour à cause de ça? C'est possible. Si vous voulez, au bout de 5 ans, si on prend un peu de distance, au fond, on est encore en train de connaître le choc tellurique qui n'est pas fini de 2017, de la victoire évidemment d'Emmanuel Macron, de l'effondrement de la gauche, on va y revenir, des conditions à l'époque de la défaite de la droite. On voit bien que dans une crise démocratique qui touche tous les pays occidentaux, mais qui chez nous a ses particularismes. Nous sommes un pays très jacobin, très centralisé, où tout remonte au sommet, l'élection présidentielle et cette élection clé. On voit bien que le paysage politique tourne comme une toupie. Donc c'est dangereux. Cette fois-ci, quelque chose d'encore plus profond dans la société, et vous en parlez dans votre livre, le grand retour de la race. Vous citez cette phrase de l'immense historien qui était Michelet qui disait « La France a fait la France, et l'élément fatal de la race m'y semble secondaire ». À l'époque,
Est-ce que c'est encore le cas Qu'est-ce aujourd'hui? qui a Ou fait est-ce que la race n'est pas en train de revenir partout? Qu'est-ce qui a à fait la droite et à gauche France? Qu'est-ce qui a fait la France? Et notamment avec le fameux décret Crémieux qui avait fait des Juifs d'Algérie des citoyens français. Mais c'est que nous nous réunissons, non pas en fonction de la couleur de peau de notre religion, même s'il y a une histoire, bien évidemment, et qu'il y a des racines chrétiennes dans notre pays, mais nous rassemblons autour des valeurs, des grandes valeurs de démocratie, autour d'une Est-ce langue, que ça n'est autour pas de un l'histoire. vieux discours, sans Ah, doute au très, contraire. très, très, très charmant par plein de côtés, mais Non. qui est mort? Vous citez cette étude très intéressante que le LICRA avait commandée. 57% des Français qui trouvent que la France doit être de race blanche. Non, c'est- Ça paraît martien par rapport Oui, à un langage qui était tout à fait tabou il y a Et- encore quelques décennies. Et je souligne d'ailleurs dans le livre que ceux qui parlent de race, on les trouve aussi bien à l'extrême droite qu'à l'extrême gauche, tout ce courant indigéniste, racialisé, qui fait aussi pour les minorités de la couleur de peau une identité qui, au fond, accuse la France d'être un pays de race blanche, eux aussi. Vous avez été très dur sur Madame Taubira Et à ce sujet. Exactement, dans le et JDD. qui, au nom du passé colonial, aurait aujourd'hui une police et une justice racistes reprenant les courants qui viennent notamment de la cancel culture, la culture woke, qui viennent des États-Unis. Ces deux mouvements, d'après vous, s'entraînent, d'après vous, se répondent? Oui, c'est cette vieille et belle, enfin pas si vieille d'ailleurs, théorie de la tenaille identitaire, et les deux s'entretiennent, et Zemmour comme Le Pen, d'ailleurs depuis des années pour la deuxième, au fond se nourrissent aussi des insuffisances, des erreurs sur la sécurité, sur l'immigration. Mais non, mais je vous Est-ce qu'ils reprends. n'ont pas le sens de l'histoire pour eux? Quand Éric Zemmour dit prenez le RER B et puis vous verrez bien que l'évolution démographique, etc. Est-ce que c'est pas de fait un constat que C'est très scientifique comme. Alors, comme... c'est évidemment sur la couleur de peau, il y a Bien aucun sûr. doute là-dessus. Et voilà, est-ce que c'est pas le sentiment d'une force. partie des Français? Kamel Daoud, grand intellectuel algérien, disait que la force des populistes, et il parle des nôtres, comme des islamistes en Algérie, c'est très bien décrire la réalité. C'est leur force. Et au fond, on n'écoute plus les solutions. Donc, est-ce qu'on n'a pas voulu donc- masquer cette réalité? Rappelez-vous la fameuse séquence quand vous dites mets-moi Oui. quelques blancos. Mais Vous êtes Darius là, Rochemin, le vous voulez problème. qu'il y ait des blancs qui soient présents parce que visuellement, vous savez très bien, dans les meetings, ça se passe aussi comme ça. On regarde, tiens, il y a une personne de couleur, 2, 3, là. Vous-même, vous l'avez fait. Le vrai sujet, vous m'entraînez sur le sujet de l'immigration, c'est celui du peuplement, c'est celui de l'organisation de l'habitat dans nos villes, c'est comment on casse, je l'avais évoqué aussi, cet apartheid territorial, social, ethnique. On doit pouvoir parler d'immigration. D'ailleurs, une partie des républicains, de gauche ou de droite, ont été souvent paralysés, n'ont pas voulu parler pendant des années du danger de l'islamisme ou de l'islam politique, ou de la montée de l'antisémitisme, ou des questions d'immigration, parce que, entre guillemets, cela faisait le jeu de l'extrême droite. À force de ne pas en parler, de ne pas mettre les beaux mots, et surtout de régler les sujets, on a ouvert, en effet, un chemin à l'extrême droite. Et Je peux vous cependant, reprendre- pardon, juste, est-ce qu'il n'y avait pas une sorte d'aveuglement pour des gens comme vous naturalisés, mais blancs, d'origine, de formation, disons, baptisée, catholique, etc. Vous savez très bien que ce n'est pas la même chose qu'un jeune issu de quartiers défavorisés, d'origine maghrébine, musulman, qui a une couleur de peau plus foncée que la vôtre. C'est normal que lui ressente aussi davantage sûr. l'identité que vous. J'ai- Est-ce qu'on n'a pas voulu masquer ça? Ah oui, mais il y a tellement d'autres exemples qui nous expliquent le contraire. J'ai vécu, moi, pendant ces 40 ans de parcours politique, j'ai vécu la plupart de ces 40 ans à Argenteuil et à Évry. J'ai été élu, maire, député parmi eux. Mes enfants ont été leurs amis dans les écoles publiques d'Argenteuil ou d'Évry. Mais qu'il y a un échec de la République à ne pas les avoir fait davantage français, de ne pas avoir ressenti davantage français. Oui, mais je vous reprends sur un mot de tout à l'heure. Ça n'est pas un vieux discours. Moi, je pense que la République, la laïcité, l'égalité femmes-hommes, à condition de l'incarner, pas uniquement dans la vie politique, mais à l'école, au travail. Cas très concret, les hijabeuses, on voit que ça flotte même au gouvernement sur le sujet. Madame Moreno, ici, à Elisabeth Martichaud sur LCI, a donné un point de vue, ce n'était pas tout à fait celui de Gabriel Attal. Quel est le vôtre? Des femmes voilées sur des terrains de football. Le voile est utilisé depuis des années comme une provocation à l'égard de la République. Donc non. Non. Non dans tous les cas. Non, ce n'est pas un signe religieux qui plus est. C'est un signe politique qui est utilisé. Et le voile est derrière cela.
comment des gens de gauche peuvent soutenir cette idée-là? Alors ça, c'est la théorie, mais la pratique, vous dites quoi à ces jeunes femmes? Vous dites, tu ne fais pas de sport, tu restes chez toi tant que tu as porté ton voile? Mais oui, c'est clair, non? La question, c'était exactement le même questionnement, je n'ose pas dire le même argument, qui était utilisé à l'égard des filles qui ne pouvaient pas aller à l'école, puisque c'était interdit par une loi à partir de 2004, comme les autres signes religieux. Est-ce que ce ne sera pas braquer une partie de la société? Mais c'est déjà le cas. C'est-à-dire que je crois que quand la République se fait tester, provoquer, elle doit être, nous parlions de fermeté tout à l'heure, elle doit être extrêmement ferme. Elle doit réussir l'assimilation à travers la langue, la culture, l'histoire, le partage des valeurs, évidemment à travers les politiques sociales. Cela va de soi, la lutte contre les discriminations, les injustices. Mais sur ces principes, et notamment sur l'égalité femmes-hommes, bon sang derrière Jobin, vous le savez, il y a des femmes qui se battent pour ôter leur voile en Arabie Saoudite ou en Iran. Et nous, dans le confort de l'Occident, nous serions en train de dire « c'est merveilleux, ces jeunes footballeuses ». Enfin, personne n'est dupe, donc c'est non, il faut une très grande fermeté, et dans tout ce qui est symbolique dans la société, il faut dire non, le voile, Marianne, elle n'est pas voilée. Et donc le symbole de la République ne peut pas être voilé, les femmes ne peuvent pas être voilées. Tout ce que vous venez de dire, quelle est la traduction politique face à un Éric Zemmour, à une Marine Le Pen? Parce qu'en termes numériques, on voit que les grands bataillons sont là, on est à des hauteurs considérables, avec 17% de premier tour, Marine Le Pen, 15% Éric Zemmour. Qui est le mieux armé actuellement pour faire face à cette vague, selon vous? Quoi qu'il arrive, que ce soit Valérie Pécresse ou Emmanuel Macron, dans cette hypothèse que je vous livre, et je lis les sondages, bien évidemment, de toute façon, celui ou celle qui sera élu, au mieux l'aura été avec 23% au premier tour, ou avec 17% au pire au premier tour. Comment faire pour gouverner? Comment faire pour empêcher... dire, pardon, pour être là, c'est un peu de la tambouille, mais que Emmanuel Macron a peu de réserve quand on voit ce sondage-là? Oui, et de toute façon, même s'il l'emporte face à ce bloc d'extrême droite, si on est dans cette hypothèse que vous évoquiez, il sera, ou elle sera, forcément un peu seule face au peuple. Et donc, moi, ce que je crois, c'est que sur toute une série de sujets, je ne propose pas qu'il y ait un seul gouvernement, ça n'aurait pas de sens, ou une seule majorité, mais qu'il y ait des pactes, un pacte républicain, un compromis entre les grandes forces. Je peux prendre un exemple. Pardon, je reste encore une fois sur la tambouille, mais est-ce que ça veut dire, selon vous, que, pour être très concret, Emmanuel Macron, même s'il gagne, risque de ne pas avoir de majorité parlementaire? Je crains plus une abstention massive qui délégitime un peu plus l'Assemblée nationale que le fait qu'il n'y ait pas de majorité derrière. Non, elle sera sans doute plus composite ou moindre, mais il peut avoir une majorité. Mais quand on voit que, même avec une majorité très forte, Emmanuel Macron n'a pas réussi à changer les institutions, de mode de scrutin ou adopter une réforme sur les retraites, on voit bien que c'est difficile. Donc, pour une nouvelle réforme sur les retraites, ou pour prolonger une annonce très importante cette semaine, qui est le choix du nucléaire, enfin, c'est un choix qui engage la France sur tout le siècle. C'est de 100 à 150 milliards qui vont être investis. Qui est un bon choix pour vous. Et qui est un très bon choix qu'il fallait faire, parce qu'au fond, on sort de quelques années d'hésitation. J'ai connu ça, d'un vieil accord passé entre Martine Aubry et les Verts en 2011. Vous vous rendez compte? Donc, il fallait sortir de ce choix, et la crise énergétique, d'une certaine manière, nous y pousse plus. Ça a été un tournant, moral, en termes vraiment de morale politique, parce que oui, 14 réacteurs nucléaires, quelque chose qui engage sur des décennies, ça a été un tournant psychologique, moral pour vous? Cette semaine? Oui. Oui, je crois que c'est un tournant psychologique, je ne sais pas, mais c'est un tournant stratégique, industriel, qui en plus veut donner à la France, dans ce siècle, toute l'autonomie, l'indépendance nécessaire dans ce domaine-là. Mais là, comme ce sont des investissements massifs, c'est sur des décennies, et en plus derrière, il y a un autre sujet qui est peu abordé, que ça légitime encore plus notre arme de dissuasion nucléaire, et puis toute la branche en matière de recherche, d'innovation et bien sûr d'industrie que donne le nucléaire. C'est un choix très important pour la France, pour EDF et pour notre indépendance, notre autonomie stratégique. Si on fait donc ça, on l'accompagne ou pas, ce choix? À droite, La République En Marche, bien évidemment. Parmi les socialistes, il y en a beaucoup qui soutiennent ce choix. Ils ont un peu moins de chances de gagner, quand on regarde les sondages tels qu'ils sont. Nous sommes d'accord, mais quoi qu'il arrive après, c'est un choix qui nous engage sur plusieurs décennies. Donc de toute façon, toutes les forces politiques et sociales, et même les Français, qui adhèrent sans doute à ce choix, même si le consensus s'est ébréché ces dernières années, le consensus autour du nucléaire, c'est un choix majeur. Donc sur les retraites, sur l'environnement, la lutte contre le réchauffement climatique, le nucléaire, sur la lutte contre l'islamisme, les problèmes de sécurité, moi je crois qu'on a besoin d'action, de faits, de changements, de réformes, mais on a besoin qu'elles soient partagées par un large consensus. Sinon, on aura
ce qu'on vit aujourd'hui, ce qu'on a vécu avec les Gilets jaunes, c'est-à-dire un pouvoir qui prend des décisions, une opposition qui n'est pas à la hauteur et parfois dans la critique absurde, et des gens, en tout cas une partie des Français, qui sont mécontents et qui l'expriment comme s'ils étaient en sécession démocratique, civique, par des formes qui me paraissent dangereuses pour notre vie démocratique et en commun. Traduction concrète, vous le dites depuis, c'est pas seulement ce soir, depuis un certain temps, il faut élargir cette espèce de consensus minimal sur des thèmes républicains. Hypothèse, c'est celle qui domine pour l'instant dans les sondages très nettement. Emmanuel Macron gagne, mais il a besoin effectivement d'élargir un petit peu. Alors, il y a un passif avec vous qui est considérable, qui était considérable, parce qu'il s'est fait en grande partie contre vous, contre François Hollande. Avant 2017, oui. Oui, tout est pardonné. Oh, en politique, vous savez, on pardonne vite, de toute façon. Que voulez-vous dire ? C'est-à-dire, vous avez pardonné ? Non, mais moi, j'ai appelé à voter pour Emmanuel Macron dès le premier tour et au second tour de l'élection présidentielle. Lui a pardonné ? Je n'en sais rien, mais vous pensez que ça se passe dans ces termes-là? Je ne crois pas. Moi, je pense qu'un ancien Premier ministre, c'est mon cas, il peut essayer d'être utile, et j'essaie de le faire. Il faut sortir de cet affrontement, de ce langage, de cette manière d'abaisser le débat politique. Moi, je peux dire que, par exemple, il y a un échec d'Emmanuel Macron qui n'a pas su réconcilier les Français avec eux-mêmes et avec les institutions. Est-ce que le pays est davantage tendu, fracturé? Oui, sans aucun doute. Est-ce qu'il y a des réussites? Je vous parlais du nucléaire, la manière dont le chef de l'État agit ces derniers jours pour faire en sorte qu'il y ait une désescalade dans le dialogue, dans les tensions avec la Russie. Donc, Manuel Valls, si on sort précisément... on a besoin de toute façon, ce que je crois, c'est de stabilité. Donc moi, je peux aider à cela, mais comme d'autres. Si on sort du pardonner, pas pardonner, effectivement, si on va au stade de simplement... C'est pas très laïque tout ça. Voilà, l'élargissement d'alliances politiques. Quand on a été Premier ministre, c'est compliqué, parce qu'on devient Premier ministre, on peut être ministre, c'est possible, par exemple, être ministre d'Emmanuel Macron. Si je vous dis non, les gens qui nous regardent vont dire ils se fichent de nous. Ouais. Si je vous dis oui, quel ambitieux. Bon, bien évidemment. Donc, je l'ai déjà dit, quelqu'un qui a gouverné et qui aime son pays, il a toujours envie de gouverner. Est-ce que les conditions... Envie, c'est un mot à la mode, parce que Valérie Pécresse est en train de loin. Bon. C'est l'affichette des jeunes avec Macron. Vous avez envie. On peut plus utiliser les mots. Avoir envie d'envie, ça c'est Johnny Hallyday. Bon, quand on a gouverné et quand on est inquiet aussi par rapport à la situation du pays, qu'on aime la France, qu'on a encore de l'énergie, on a toujours envie de servir. Est-ce que les conditions sont réunies? Je n'en sais rien. Comment les choses vont se passer? Je n'en sais rien. Il y a des gens qui font des scénarios, qui se disent, voilà, il a besoin d'élargir un petit peu, il vous aime peut-être pas, mais en politique, de toute façon, qui aime qui? Ministre de l'Éducation. Manuel Valls, ministre de l'Éducation. Pourquoi pas? Mais d'abord, j'ai des bonnes relations avec le chef de l'État. La tâche est extrêmement difficile pour lui, et les uns et les autres, mais ça vaut pour lui, mais ça vaudrait aussi demain pour Valérie Pécresse. Il faut que les uns et les autres, on soit... Franchement, toute cette semaine, quand je vois tout le cirque, ce que vous venez de dire, vous savez très bien, la traduction, beaucoup diront, c'est il fait des offres de service à Valérie Pécresse, qui d'autre? Non, pas qui d'autre. Je dis, c'est l'un ou l'autre seulement. Non, c'est à ces deux forces qui me semblent être en capacité de l'emporter, si je lis à peu près les sondages et surtout si j'écoute ce qui se passe dans le pays. Écoutez, on assistait toute cette semaine, pas la relation entre Valérie Pécresse et Nicolas Sarkozy. Mais je l'ai déjà dit, je trouve qu'on n'utilise pas bien ni Nicolas Sarkozy, ni François Hollande, ni des anciens premiers ministres pour apporter leur expérience, non pas dans un gouvernement, ça c'est autre chose, mais par rapport à ce qui se passe. Moi, je suis... Enfin, si, de fait, c'est ça. Il n'y a pas 36 solutions. Ce serait dans un gouvernement. Mais pas pour tout le monde, on le sait bien. Est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, il faut soutenir Emmanuel Macron par rapport à ce qu'il fait en Europe et par rapport à Vladimir Poutine? Et là, vous répondez oui. Et j'entends des voix à gauche ou à droite en disant il aurait dû le faire plus tôt, et s'il avait fait plus tôt, on l'aurait critiqué. Non, on est sur des sujets essentiels, qui sont des sujets majeurs pour notre pays. Vous avez la politique dans le sang. C'est vrai. C'est la France dans le sang aussi. C'est l'année de vos 60 ans. C'est jamais indifférent. Je savais qu'il y aurait un moment désagréable dans l'émission. 2022, 60 ans. Citoyen français depuis 40 ans, c'était en 82. Comment c'était se faire naturaliser? Quel souvenir vous avez de ça précisément? Il y a peu de souvenirs. J'ai reçu une copie de l'acte du journal officiel. Et à partir de ce jour-là, je me suis dit, il n'y a aucune initiation, il n'y a aucun passage, il n'y a aucun rite. Vous l'avez regretté?
Ah oui, je l'ai regretté. Et quand je suis devenu maire, fort aussi de cette expérience, j'étais un des premiers élus à instaurer ces cérémonies où on explique aux nouveaux naturalisés qu'est-ce que c'est la France. On parle de la devise, l'origine de liberté, égalité, fraternité, des couleurs du drapeau français. On chante la Marseillaise, on partage des valeurs. C'est pas rien de devenir français. Il y a ensuite un cursus. Il y a chez vous un côté notable, traditionnel, à l'ancienne, franc-maçon. Vous êtes devenu franc-maçon, ça c'était important pour vous aussi? Oui, je l'ai été quelques années, j'ai quitté après, mais parce que la franc-maçonnerie a eu un rôle très important sous la Troisième République. La majorité des parlementaires de l'Assemblée du Sénat étaient francs-maçons. Oui, je cherchais, moi j'apprends tous les jours, c'est ça qui est formidable, de la vie, de l'histoire, de l'actualité, de mes lectures. Donc je suis profondément républicain. J'étais un notable, c'est tellement, ce mandat d'élu local, de maire, j'ai tellement appris de mes concitoyens. Est-ce qu'on a besoin davantage, on a tellement dit nouveau monde, etc. Est-ce qu'on a à nouveau besoin, effectivement, de notables, avec peut-être ce que ça peut avoir d'un peu opportuniste, oui, mais la politique est faite aussi d'opportunités. Bah oui, mais c'est la démocratie aussi. Moi, j'ai été réélu en 2008 comme maire d'Evry à 70% au premier tour, donc ça veut dire qu'on avait fait des choses plutôt positives. C'est vrai qu'il y a un monde qui change. Je peux vous prendre 30 secondes. J'ai assisté l'autre jour à les obsèques d'un vieil ami, Olivier Léonard, qui avait mon âge, qui était maire de Sainte-Geneviève. Il y avait beaucoup de monde. Et j'avais l'impression, notamment à côté de la gauche, il y avait beaucoup d'élus, il y avait le président François Hollande, il y avait des gens, il y a des socialistes, des communistes, d'assister à la fin d'un monde. Alors c'est vrai, il y a des formations politiques qui sont en train de disparaître. Mais en revanche, l'attachement des Français à la proximité, à leur mère, à ceux qui sont présents dans les fêtes, dans les kermesses, dans les matchs de foot, etc. Non, ce ne sont pas des notables. Nous sommes une république d'élus locaux, de territoires. Les maires ont fait la République française. Manuel Valls, vous avez été ces dernières années tellement moqué, détesté. C'est très frappant. Il y a une antipathie de beaucoup de gens. L'homme qui est allé en Espagne, qui s'est contredit, etc. La chanson, moi je m'appelle Manuel Valls, etc. Est-ce que c'est possible de rattraper ça? Est-ce qu'il y a une autre vie qui est possible? En politique, on a plusieurs vies. Mais moi, j'ai pris du recul. Je crois que je l'avais expliqué devant vous. Si je n'étais pas parti, non seulement je n'aurais pas rencontré celle qui est mon épouse. On ne refait pas l'histoire. Non, mais je rajoute pour ceux qui nous écoutent une nouvelle fois, j'explique dans un livre précédent, j'étais en train de me briser. J'étais en train de me casser. Et donc, il fallait que je prenne ce recul. Mais retrouver l'affection, c'est possible? Oui, et je la sens par ailleurs. Et puis de l'autre côté, en prenant ce recul nécessaire, je me suis dit, bon sang, combien, d'ailleurs on me le rappelait là-bas, combien je suis français par ma manière de penser, de m'exprimer à travers mes lectures, ma propre langue. J'aime la France. Et d'une certaine manière, au fond, je ne suis pas candidat à aucune élection. Mais je pense que on a besoin il y avait une très belle formule de Pierre Mauroy, les héritiers de l'avenir. Et on passe des témoins, on aide, et on l'a vu avec ce pouvoir, c'est-à-dire un parti majoritaire sans racines locales et sans idéologie. Il faut construire des partis, des mouvements enracinés. Il faut construire la République Dernière dans question, le futur. petit face-à-face, c'est vous, en 93 je crois, ça fait quelques années maintenant, quand vous regardez votre propre visage de 93, voilà. On change, je pense. Vous avez des regrets? Non, vraiment, avoir des regrets quand la France m'a donné autant de possibilités, ça n'aurait aucun sens. Non, j'ai pas de regrets, j'ai de l'énergie à revendre. On a l'impression même que vous êtes là, je vois, col roulé, vous rentrez du match de rugby, etc. Il y a un petit côté plus à l'aise maintenant chez vous qu'il y a 2 ans, 3 ans, quand... Il n'y a pas la pression, les années que nous avons vécues face au terrorisme. Je suis bien et j'ai envie de m'exprimer. Et grâce à vous, je le fais ce soir. Puis quelle belle victoire de la France cet après-midi. Merci beaucoup, Manuel Valls. Et je recommande votre livre « Zemmour l'anti-républicain », diversité des avis sur LCI. Tous sont accueillis ici. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. Tout de suite, Amélie Carrouer en toute franchise. Et puis nous nous retrouvons avec Anne Sefton et nos invités dans quelques instants à 22h. À tout à l'heure.